Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Wilson fournit les ballons de la NFL depuis 1941, c'est le plus long partenariat en cours de l'histoire du sport US. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur decathlon.fr. Donc aujourd'hui on prend la direction d'Atlanta et ses Falcons. Alors faucon ou aigle, il aime les rapaces, du coup Victor Huillet est avec nous. Bonjour Victor. Et bonjour, ouais, c'est pas les bons rapaces mais je vais m'en contenter. Donc Atlanta, l'équipe de la Géorgie qui a fini la saison 2020 avec 4 victoires et 12 défaites. Alors pour y remédier, ils ont embauché un nouvel entraîneur, mais ils sont dans une division tout de même difficile, alors il va falloir se renforcer. Donc pour toi Victor, quels sont les besoins principaux de cette équipe d'Atlanta ? La défense. Déjà, ça va surprendre personne, puisque au vu de la saison dernière et en l'absence de recrutement, on va dire, impressionnant cette année, toutes les lignes sont à considérer. Principalement la ligne arrière, parce qu'il y a Edgy Terrell, le premier tour de l'année dernière, mais il manque un deuxième cornerback. Au niveau des safety, il y a le départ de Kazi, donc il y a besoin de renforcer. Au niveau des edge, il y a Fowler, il y a Kominski, mais enfin on n'est pas sur une équipe ultra performante, ou en tout cas une équipe qui peut progresser. Et pour autant, on n'est pas obligé d'oublier l'attaque, puisque au niveau des running backs, évidemment, là, il va falloir trouver un coureur, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et au niveau des tie-ends, on a Hayden Hurst. Est-ce que c'est suffisant ? C'est une vraie question. Après, j'ai envie de dire qu'un autre point important pour les Falcons, ça sera en effet d'avoir un coach qui arrive à leur faire ne pas gâcher 14, 20, 28 points d'avance quand ils en ont, parce que c'est surtout ça qui leur a coûté leur bilan d'année dernière. Oh, cette pique gratuite. C'est même pas gratuit, franchement, on avait tous de la peine pour eux. Oui, c'est franchement, vrai. Ils avaient tous 20 points d'avance, on savait tous qu'ils allaient perdre, c'était terrible. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que la défense est vraiment à considérer. Après, il faudra voir dans quel schéma, a priori, ils s'orienteraient vers une défense en 34, donc un changement de système. Et là, du coup, encore plus, le besoin de pass rush va se faire sentir. Mais au premier tour, les options sont ouvertes. Et toi, pour le premier tour, tu pars plutôt en attaque. Mais écoute, je pars d'un principe simple. Donc 1, 2, 3, ce sont des quarterbacks qui sont partis. Ok, jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Donc en 4, il y a deux choses. Soit tu trade down, soit tu choisis... Enfin, trois choses. Soit tu choisis un quarterback, soit tu choisis le meilleur joueur disponible. Et moi, je choisis le meilleur joueur disponible, le numéro 2 de mon big board, le talent générationnel, je choisis Kyle Pitts. Kyle Pitts, donc tight end de Florida. Si ça vous stresse d'avoir un tight end en 4e position, vous effacez TE, vous mettez WR, ça marchera aussi. Et peut-être que le voir comme un receveur enlèvera les doutes de certains. On en a parlé et reparlé de Kyle Pitts, c'est un phénomène. C'est un phénomène. L'arbre des tracés, il a tout. Il peut s'aligner partout. Il est bon sur des tracés longs. Il est bon dans la red zone. Il peut attraper à peu près tout ce qui est lancé dans sa direction. Il a un contrôle du corps qui est extraordinaire et il a 20 ans. Il a 20 ans. C'est incroyable. Et on disait beaucoup, oui, mais il s'est pas bloqué. En 2020, il a été bien meilleur qu'en 2019. Alors bien sûr, il n'a pas un physique dominant, il ne sera jamais un bloqueur d'élite, mais il a envie de progresser et il a déjà beaucoup progressé en 2020. Donc globalement, moi je vois pas trop de défauts à ce joueur. Je pense que c'est Darren Waller 2.0 et c'est pas manquer de respect à Darren Waller qui est vraiment un excellent joueur, mais là on est vraiment sur un potentiel rarement vu et là on est sur du potentiel Hall of Famer pour moi. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est justifié.
C'est un joueur incroyable, et notamment en red zone, et c'est hyper important en red zone. Je veux dire, il attrape tous les ballons, il en relâche aucun, c'est vraiment la menace pour finaliser les drives, pour marquer le touchdown. Et puis la draft, c'est pas forcément combler des besoins, ça peut être aussi renforcer des forces pour se rendre encore plus fort. Parce que c'est vrai que c'est pas un très gros besoin. Sans parler de Hayden Hurst, ils ont quand même des cibles pour Matt Ryan. Il y a Julio Jones qui est encore très bon, il y a Calvin Ridley. Mais si tu rajoutes Kyle Pitts dans le mix, du coup ça fait une attaque vraiment détonnante. Et qui tu vas couvrir? Tu vas couvrir Julio Jones, tu vas couvrir Ridley, tu vas couvrir Pitts, mais tu pourras pas faire de prise à deux. Et donc du coup cette attaque elle peut être vraiment mortelle. Donc oui, ça serait un très très bon choix effectivement. Après, à voir, comme tu l'as dit, s'ils vont rester à 4 ou s'ils vont considérer des offres, parce qu'ils en auront forcément des offres, même si 3 quarterbacks seront partis avant. Il y en a encore au moins 2 qui méritent une sélection à 4, donc ça pourrait être intéressant pour une franchise en reconstruction, de descendre un petit peu, de toujours récupérer un bon joueur et d'accumuler des choix de draft. À voir, mais s'il reste à 4, effectivement, Kyle Pitts, ça serait une très très bonne sélection, ouais. Après, moi, je me méfie toujours des trades qui paraissent un peu trop évidents. Tu sais, c'est comme les Lions l'année dernière qui étaient en 3. Tout le monde a dit ils n'ont pas de besoin immédiat en 3. Il faut qu'ils attendent la draft. Ils auront un partenaire de trade down. Ils auront un partenaire de trade down. Et finalement, ils ne l'ont jamais trouvé, ce partenaire. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Ils peuvent très bien trouver un partenaire. Mais faut quand même se dire que ce n'est pas systématique. Et ils peuvent aussi se dire... un tel talent, moi je laisse pas passer, quitte à sacrifier entre guillemets un premier tour de l'année prochaine que je pourrais avoir. Oui, effectivement, oui. Et puis ça rendrait cette attaque mais indéfendable. Donc Ah, du là, coup, c'était... ah oui, ouais. Au deuxième tour, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va en défense? On va en défense. Tu l'as dit, un peu de mal à identifier quel sera le système. Donc un peu compliqué de choisir le joueur qui ira le mieux. Donc j'ai pris un potentiel athlétique incroyable en me disant ça peut rentrer dans une 4-3 comme ça peut rentrer dans une 3-4. J'ai pris Jason Howe donc de Penn State qui est vraiment la définition même du joueur. Monstre athlétique, tout ce que tu veux. Mais alors la production en université, ça n'a pas vraiment suivi les qualités athlétiques. Et du coup, c'est vraiment une énigme. C'est une énigme. Il est tellement incroyable athlétiquement. Il est tellement rapide. Il est tellement bon contre la course que tu te dis, bon, ok, c'est un joueur, j'ai envie de prendre le risque. Oui, tu as envie de prendre le risque. Et tu le prendras. Mais alors, il y a un potentiel boomer bust. Donc, je veux dire, joueur extraordinaire ou vraiment grosse déception qui est énorme chez le joueur. Donc, c'est un risque. Mais je me dis que, en attendant de savoir dans quel système exactement ils vont tomber, un tel potentiel athlétique bien coaché, ça peut être dévastateur. Donc Penn State cette année, bon, c'était un peu compliqué. Donc je ne sais pas si on peut vraiment lui attribuer à lui le manque de production. Le fait est que il a tout ce qu'il faut pour devenir un pass rusher de talent. Et je me dis que finalement, à y réfléchir, une 3-4, c'est peut-être ce qui lui conviendrait le mieux. Ah oui, moi aussi, c'est ce que je pense, ouais. Et puis, je pense aussi que tu as jeté un œil sur mes notes, je sais pas, tu as piraté mon ordinateur, mais pour moi, Jason Howe, c'est vraiment ça, le boomer bust. Alors après, le risque, si c'est au second tour, c'est finalement pas un si gros risque, même si c'est quand même un très haut choix, un choix du top 40. Mais voilà, c'est ça, c'est le boomer bust. Parce que oui, à Penn State, depuis 2 ans, on a surtout vu Yetur Gross-Matos, on a même plus vu Shaka Toney, qui se présente à la draft cette année. Mais Jason Howe, c'est un monstre athlétique, et c'est vrai que c'est important. Pour la NFL, il faut des athlètes de toute façon. Ce jeu est tellement athlétique. Les tackles offensifs à NFL sont très athlétiques. Donc il faut ce type de joueur qui va vite, qui est puissant, donc pourquoi pas, ce serait un beau pari. Et puis effectivement, s'il passe dans une 34, alors voilà, c'est parce que c'est vraiment le pass rusher que tu mets à l'extérieur, avec d'un côté Dante Fowler et de l'autre côté Jason Howe. Et là, ça peut envoyer du lourd, ouais. Toi, tu partais plutôt sur la ligne arrière. Oui, parce que comme tu l'as dit, ils ont perdu Damonte Casey, ils ont perdu aussi Keanu Neal, et donc il faut reconstruire un petit peu. Alors, ils ont déjà des jeunes cornerbacks avec Oliver, avec Terrell, et pourquoi pas un safety du coup. Et il y en a un qui est vraiment très 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 bon, c'est Richie Grant.
C'est le joueur de Central Florida qui est productif depuis 3 saisons, qui est très bon contre la course, c'est un bon plaqueur. En plus, il est excellent en couverture. On l'a vu sur le terrain universitaire, on l'a vu aussi au Senior Bowl où il était testé même comme un cornerback. Richie Grant, tu le mets au milieu des deux corners, il va de facto les améliorer et améliorer cette couverture. Donc, il faut globalement améliorer cette défense. Donc, soit tu ajoutes un meilleur pass rush, ou soit tu ajoutes une meilleure couverture qui de facto améliorera le pass rush. Donc moi je verrais bien aussi un Richie Grant. Oui, ben c'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, en effet, il a prouvé à UCF qu'il était un très bon joueur. C'est un free safety, je pense, et il aidera beaucoup les cornerbacks de cette équipe. Donc oui, clairement, c'est un bon choix et ça se défend totalement. Et puis c'est un besoin, un free safety. D'ailleurs au 3e tour, tu pars sur un safety. Je pars sur un safety, je pars sur un defensive back, on va dire. Je ne sais pas encore quelle est sa position exacte, mais je pars surtout sur un cas social. Oui. J'ai rendu hommage à notre cher ami Grégory, qui aime les cas sociaux, donc je me suis dit que j'allais mettre le plus gros cas social du plateau dans son équipe. Kelvin Joseph. Donc Kelvin Joseph de Kentucky, donc qui a commencé sa carrière à LSU en 2018, puis il a été transféré, suspendu, finalement il est revenu en 2020. C'est un cornerback, enfin moi j'imagine en cornerback dans le système, parce que Atlanta a toujours aimé les gros cornerbacks, donc ça me choquerait pas de voir à l'extérieur. Il est long, il est fluide, il est confiant. C'est un joueur qui, globalement, a tout ce qu'il faut sur le terrain. Que ce soit en couverture, que ce soit en plaquage, que ce soit contre la course, il a tout ce qu'il faut. Là, ce qui lui manque un peu, c'est d'être mature dans sa tête, sur le terrain, en termes de QI football, ne pas se précipiter, et hors du terrain. Parce qu'un joueur qui a connu autant de problèmes extrasportifs, le prendre au 3e tour, tu serres les dents quand même. Parce que oui. si dans 3 mois on t'annonce qu'il est suspendu les 4 prochaines années, t'es pas bien. Donc j'ai envie de prendre le risque, parce qu'il me paraît être un potentiel énorme, mais clairement j'aimerais pas être GM qui pose son nom sur l'étiquette au 3e tour. Oui, après au 3e tour encore ça va. Et effectivement oui, il jouera je pense aussi cornerback en NFL. Mais on l'a déjà vu dans des mocks, même en fin de 1er tour, ce qui est un peu surprenant parce qu'il a beaucoup de qualité. Il a beaucoup de qualité, il est très rapide, il est agressif, il peut jouer en presse. Mais comme tu dis, c'est vraiment le cassos par excellence. Il a été viré d'LSU, voilà, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Kentucky. Et même à Kentucky, il y a un petit peu des histoires. À la fin, il y a toujours des rumeurs autour de lui. Oui, voilà. Alors après, c'est sûr que si c'est un 3e tour, moi je trouve que si tu fais un rapport entre le bénéfice-risque, c'est finalement pas si risqué et tu peux te retrouver avec un joueur qui sera titulaire à NFL. Donc ça se tente effectivement, oui. Donc voilà, je me suis dit que ça ferait plaisir à Grégory qu'on prenne soin de sa franchise avec des joueurs de talent qui sont aussi frais dans leur tête que sur le terrain. Toi, t'es parti plutôt sur Edge, du coup. On inverse un peu, en fait. Moi, j'ai fait la ligne arrière après. Toi, t'as fait la ligne arrière avant. Et maintenant, tu t'intéresses au Edge. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Avec Peyton Turner de Houston. Lui aussi, c'est un joueur dont on parle très peu, peut-être parce qu'il joue à Houston, qui n'est pas une grande université, mais c'est un joueur qui est grand, qui est fluide, qui utilise très bien ses mains, qui a déjà une belle panoplie de mouvements. Et alors, si les Falcons passent dans une 34, il serait juste parfait à l'extérieur. Alors après, le souci avec lui, pourquoi il est qu'au 3e tour? Parce qu'il a le talent pour être plus haut que ça. Mais c'est un gars qui a une historique de blessures et depuis le lycée. Alors c'est pas des grosses blessures, il s'est pas pété le genou plusieurs fois, mais c'est des petites blessures. Chaque année, il rate quelques matchs. Et puis tactiquement, il y a encore du développement à faire. Mais c'est un joueur qui a quand même beaucoup d'avenir et déjà du talent. Dès cette année, si tu le mets dans une rotation, il peut attaquer la poche. Peyton Turner, retenez ce nom. Non, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur, il faudra être patient. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit, entre guillemets, un non-facteur en rookie ou très peu, qui contribue très peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera un mauvais joueur. Je pense que bien coaché, bien développé, ça peut en effet devenir un titulaire. Ouais. Donc on part sur les sleepers maintenant. Allons-y. Et toi, du coup,
Effectivement, les Falcons ont perdu Todd Gurley, donc il leur faut un running back numéro un. Je veux bien, ils ont signé Mac Davis de Carolina, c'est un bon joueur. Il y a toujours Ito Smith, mais bon, c'est peut-être un petit peu léger. Et comme cette classe est plutôt profonde, autant y aller. Et donc, tu nous as choisi Khalil Herbert de Virginia Tech. Oui. Alors, sachant que là, on est sur du sleeper 5e tour, hein, plus que sur du sleeper 7e tour pour moi. Khalil Herbert, on en avait parlé, je crois, dans le podcast des coureurs. Il est rapide, il fait des yards après contact. C'est un joueur unidimensionnel parce qu'il ne fait pas de réception. Mais alors, quand dans ma mock, théoriquement, Ryan aurait Julio Jones, Calvin Ridley et Kyle Pitts. Donc, je ne suis pas sûr que la priorité, ça soit que son running back puisse faire des réceptions. Donc voilà, Khalil Herbert, pour moi, c'est vraiment un coureur fiable. C'est un coureur fiable. On va dire qu'il magnifie chaque course. Là où la plupart des coureurs vont gagner 3 yards, il va en gagner 4. Là où la plupart des coureurs vont gagner 6 yards, il va en gagner 8. Alors, le vrai problème pour lui, c'est les blessures. Donc, faut qu'il évite les blessures. Mais s'il reste sur ses 2 pieds, globalement, pour moi, bien développé, il peut devenir running back numéro 1 en NFL. Oui, c'est possible. Donc il a fait une super saison 2020 avec Virginia Tech, il a fait 1200 yards, il a marqué plein de touchdowns. On l'avait déjà vu avec Kansas parce que c'est un joueur qui vient de Kansas et effectivement le problème c'est les blessures comme en 2019. Mais même en 2017, 2018 avec Kansas il était très bon. Puis là il a explosé dans l'attaque très portée sur le sol de Virginia Tech. Ce serait effectivement un très très bon coureur. Et je pense que derrière un Mac Davis qui est déjà puissant et qui va occuper le rôle de numéro 1, il va avoir le temps de se développer comme un numéro 2 dans un comité et peut-être prendre sa place d'ici à 2 ans. Et ça serait une sélection très solide. Oui, après, voilà, ces années à Kansas, le problème, c'est que Kansas, c'est quand même difficile de s'exprimer quand t'es dans cette université. Donc, mais il avait été bon déjà. Oui, il avait été correct, mais il a prouvé à Virginia Tech vraiment qu'il était même une classe au-dessus de ce qu'il avait montré à Kansas. Oui, c'est clair. Et toi, tu pars dans le Texas? Exactement, mais moi je pars sur la ligne offensive, je pars avec Jared Hooker de Texas A&M, c'est un guard. Et pourquoi un guard déjà? Parce qu'ils ont 2 bons tackles, enfin 2 bons. Il y a Jack Matthews qui est très bon, et ils en ont drafté un très haut il y a 2 ans, Kalem Makari. Ils ont perdu Alex Mack comme tu dis, mais ils avaient drafté Matt Hennessy. Ils ont aussi Chris Lindstrom, mais ils ont vraiment un trou au poste de garde gauche. James Carpenter n'est plus là, donc qui va jouer titulaire? On se demande bien entre Willie White, Josh Andrews, c'est quand même pas terrible. Donc pourquoi pas miser sur un guard, Jared Hooker, qui est très puissant, qui est mobile, notamment pour les décrochages, pour le jeu de course. Il a beaucoup d'expérience, il a joué 39 matchs, dont 33 titulaires en université. Il a joué garde gauche, il a joué garde droit. Alors ok, c'est un sleeper, pourquoi? Parce que c'est un athlète un petit peu moyen, c'est pas non plus un joueur comme un White Davis, hein, évidemment. Mais c'est un joueur qui déjà pourra être en complément sur la ligne offensive et qui je pense a toutes les qualités pour en devenir un titulaire. Et puis de toute façon, on voit bien tous les ans, la ligne offensive, il faut absolument la renforcer dans toutes les franchises. Donc moi je suis pour prendre un lineman offensif à la draft tous les ans pour toutes les équipes. Oui, je comprends ça. Après, c'est vrai que ce qui va surtout, on va dire, influencer la performance de la ligne offensive de Atlanta, c'est en effet le développement des jeunes, parce que ils ont quand même 3 joueurs qui ont été draftés plutôt haut. Au premier tour, oui. Voilà, dont on attend beaucoup. Donc voilà, c'est 3 joueurs qui sont à des niveaux de développement un peu différents, mais qui vont tous les 3 devoir passer un cap cette année. Et en effet, Hooker pourrait être un complément tout à fait envisageable. Bah écoute, ça serait pas mal s'il y avait ce draft-là. S'ils pouvaient prendre Kyle Pitts, Jason Howe ou Richie Grant, s'ils pouvaient prendre Calvin Joseph, et puis un bon running back ou un bon guard, je pense que déjà Atlanta serait une équipe un peu plus solide l'année prochaine. Ah bah ça c'est sûr, non mais c'est une équipe bien coachée, ça peut faire des étincelles. Après, comme tu l'as dit, c'est une division qui est très compliquée et il va falloir se battre chaque semaine pour le coup. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL.
Wilson qui fournit les ballons de la NFL depuis 1941, c'est-à-dire le plus long partenariat en cours de l'histoire du sport US. Et il y en a des sports aux USA. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez évidemment sur decathlon.fr. Écoute, merci Victor, on se retrouve demain pour parler des Texans de Houston. Merci à toi, oui, des grands Texans de Houston. Exactement, on essaye de se chauffer un petit peu là. Ça marche. Allez, bye tout le monde. Allez.